Dans les zones de conflit, les batailles se passent sur le corps des femmes. The people of Eastern Congo, particularly the women of Eastern Congo, have to believe that the military is there for them, not to be an opportunity for abusing. Je suis témoin d'atrocités de masse commises sur le corps des femmes et contre les femmes. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Comment pouvons-nous nous taire? Des applaudissements nourris et mérités. Bonjour Denis. Bonjour madame. Nous venons de découvrir la bande-annonce d'un documentaire qui retrace votre engagement. Nous sommes très très heureux que vous ayez accepté notre invitation aujourd'hui. Vous êtes considéré depuis quelque temps et à juste titre comme un héros pour les femmes. Vous avez été nommé 2 fois pour le prix Nobel de la paix et vous avez reçu une multitude de prix de la part d'associations pour votre action en Afrique. La communauté internationale vous a surnommé l'homme qui répare les femmes. Ça vous fait quoi, ce surnom? En fait, ce surnom, je ne l'avais jamais choisi, mais il s'est fait que il rejoint pratiquement ce que je fais tous les jours et donc je l'accepte. Alors justement, dites-nous ce que vous faites tous les jours pour réparer les femmes. À l'est de la République démocratique du Congo, à Bukavu, Panzi, où je travaille, ces phénomènes de viol avec extrême violence nous a poussé à pouvoir étudier des possibilités pour venir en aide à ces femmes, car elles arrivent avec des lésions génitales qui ne sont pas normalement décrites, mais nous sommes obligés à pouvoir trouver des solutions lorsque leur vessie, leur vagin, leur rectum sont détruits. Il faut absolument pouvoir leur donner une nouvelle vie. Et donc nous y travaillons régulièrement. C'est ça. Alors Alice est à vos côtés. Bonjour Alice, merci d'être là. Je crois que vous avez hésité à venir car vous n'osiez pas vous mesurer à l'aura de Denis, mais vous n'avez pas résisté à l'idée de le rencontrer aujourd'hui. Oui, c'est un peu vrai parce que Denis, c'est un peu mon idole. Moi, ce que je cherche à faire, c'est à inclure les hommes dans le débat contre les violences faites aux femmes. Je voudrais qu'ils soient actifs un jour. Et j'essaye de leur proposer, de leur tendre la main aujourd'hui avec un projet de rouge à lèvres dont vous allez parler plus tard. C'est-à-dire que vous leur demandez pour promouvoir justement... En fait, je leur demande de se mobiliser autour du 8 mars et je les invite à faire une photo d'eux avec du rouge à lèvres pour attirer l'attention sur les statistiques. Parce que j'ai réalisé qu'en France, on a d'autres problèmes, c'est pas les mêmes, mais en France, on ne connaît pas les statistiques. Et quand on les connaît, ça génère une prise de conscience chez chacun de nous, hommes comme femmes. Les hommes sont totalement affolés par ces chiffres, autant que nous, les femmes. La seule différence, c'est que nous, égoïstement, quand on les voit, ils nous font peur, parce qu'on se dit « Ah, ça va m'arriver ». Mais ils se sentent vraiment concernés, en général, quand ils connaissent les statistiques. Alors, vous parlez des chiffres, quelques-uns s'affichent derrière moi, quelques chiffres sont très parlants, hein. Près de 83 000 femmes sont violées en France chaque année. Alors, 83 000 femmes chaque année, c'est un chiffre qui parle beaucoup, mais si on dit par exemple 230 femmes par jour, là ça parle beaucoup plus. Sans compter celles qui ne le disent jamais. On considère que 10% des femmes parlent en France. Selon vous, pourquoi la parole des femmes a encore tant de mal à se libérer aujourd'hui? Ah, je sais pas. J'ai pas été violée, donc je peux pas vous dire ce que ça fait et pourquoi on parle pas. Moi, j'ai eu la chance d'être élevée par des parents féministes, donc je pense que si ça m'était arrivé, j'aurais parlé, mais peut-être pas. Je peux pas vous le dire. Je pense que ça explore des terrains en nous femmes que quelqu'un qui ne l'a pas vécu ne peut pas forcément vous le dire. Yvonne, comment vous expliquez ? Face à un viol, effectivement, il y a énormément de silence. Pourquoi ? Le silence enferme, mais aussi il protège. Il protège de quoi ? De la honte d'avoir eu ce corps souillé
par l'atrocité du viol. Il y a aussi quelque chose qui rappelle que quand on repartage une expérience traumatisante, on l'ancre aussi beaucoup plus parfois malheureusement dans le cerveau, parce qu'en parler, c'est revivre l'état émotionnel, alors qu'à ce moment-là, comme le dit très bien Yvonne, il y a quelque chose qui veut être de l'ordre de la mise à distance, parce que je ne veux pas être en contact direct avec le traumatisme que j'ai eu. Et pourtant, la parole est libératrice, mais il faut savoir parler avec un professionnel pour qu'on puisse en parler tout en gardant une distance émotionnelle qui n'est pas toujours évidente, qu'en tout cas quand on est seul. Et il n'y a qu'un professionnel qui peut vraiment permettre la libération de ses paroles avec une mise à disposition, une mise à l'écart de l'émotion. Et c'est là, dans ce cas, c'est salutaire. Sinon, en parler parfois, c'est même des personnes proches, ça peut être délicat. Parce que l'entourage est sidéré par l'annonce et on craint de ne pas être cru, justement. Voilà, parce qu'il y a aussi un chiffre qui est parlant, voilà. C'est que 90% des femmes victimes connaissent leur agresseur. Donc c'est pas forcément facile de dire c'est tonton. Denis, ce silence, c'est quelque chose que vous devez observer avec vos patientes? Absolument, c'est un des gros problèmes que nous avons, puisque aujourd'hui, tous les chiffres qu'on peut avancer, finalement, ça ne représente que le sommet de l'iceberg, puisque les normes sociales, les coutumes, les traditions font qu'une femme qui a été violée, le fait de les dire, elle est pénalisée pour la seconde fois. Et donc, la réaction, c'est de pouvoir garder. Mais quand je vois ce que ça produit, donc ces silences, ce que ça produit dans les victimes, ça détruit encore davantage. Et donc, c'est pour cette raison d'ailleurs que nous pensons que la campagne Briser le silence, ça devrait être une campagne internationale. Il faut que les femmes arrivent à briser ce silence, puisque je trouve que ne pas briser ce silence, c'est aussi une façon, en fait, de permettre à ce que les agresseurs continuent à agir en silence, puisqu'ils savent, on ne dira jamais, et si on dit, c'est tout le monde qui blâme la victime au lieu de la soutenir. Mais si on change ces normes sociales pour que finalement quelqu'un qui commet cet acte sait que c'est lui qui va être blâmé et pas la victime, donc changer c'est lui qui doit être blâmé, je pense que ça peut peut-être changer les attitudes. Le viol, dites-vous, est une arme de guerre au Congo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là ? Le viol a été utilisé comme une arme de guerre au Congo, et c'est une arme qui marche moins cher d'abord, mais qui est très efficace. Très efficace puisque lorsque le viol se commet en public, ce viol est collectif. Donc ça détruit non seulement la victime, mais ça détruit également la famille. Ça détruit l'environnement, donc l'entourage. Et souvent, en fait, il y a la victime directe qui est donc la femme qui a été violée, mais ses enfants, le mari, tout son entourage est traumatisé. Qui sont ceux qui commettent ces viols? Est-ce que vous pouvez nous restituer le contexte au Congo? J'ai vraiment du mal à pouvoir dire qui fait la guerre au Congo, parce que la guerre au Congo, ce n'est pas une guerre ethnique. Et ça, il faut absolument que ça soit clair pour tout le monde. Il n'y a pas deux ethnies qui se battent au Congo, comme on peut voir dans le pays voisin, ou au Burundi, au Rwanda, où ce sont les Hutus et les Tutsis qui se battent. Au Congo, il n'y a pas des ethnies qui se battent. Les ethnies vivent ensemble. Mais la réalité, c'est que, en fait, derrière tous les groupes armés ou les pays qui ont été au Congo, puisqu'il y a eu 7 pays qui se sont engagés en guerre au Congo, c'est pour contrôler les ressources naturelles du Congo. C'est un pays très riche en matières premières, en matières précieuses, donc on se dispute ce pays. Malheureusement, ces matières qui devraient être une bénédiction pour les Congolais, aujourd'hui nous les vivons plutôt comme une malédiction, puisque chacun veut venir prendre ces matières sans pouvoir payer. Et je dis souvent, que c'est une bijouterie à ciel ouvert. Exactement, c'est que je dis souvent, c'est une bijouterie à ciel ouvert. Et donc, aujourd'hui, ce qui paye, ce sont les femmes et les enfants. Alors, Denis, pour mieux cerner l'impact que vous avez sur la vie de ces femmes, nous avons invité Thérèse. Elle a été l'une de vos patientes et elle n'a pas hésité à faire le voyage du Congo pour vous rendre hommage. On va l'accueillir.
Merci d'être là avec nous Merci. aujourd'hui, Thérèse. Que représente Denis à vos yeux? Pour moi, docteur Denis Mukwege, c'est un Moïse d'abord pour ma vie. Et il représente mon père. Avant, je le voyais comme Moïse. Il m'avait sauvé la vie. Parce que sans lui, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, il représente mon père maintenant. Vous acceptez d'être comparé à Moïse? C'est pas trop lourd à porter? C'est très lourd. Très lourd? Pour lui, ça peut être très lourd, mais pour moi, non. Vous avez l'air très, très humble. Vous avez du mal à accepter tous ces compliments qu'on vous fait? Je crois que c'est Thérèse et les autres. Elles ont un courage, elles peuvent me faire des compliments, mais c'est plutôt à moi de les complimenter pour leur force, leur courage. Et je crois que l'avoir à Paris en train de témoigner, je suis très ému. D'une certaine manière, vous incarnez donc ces milliers de femmes meurtries. Elles n'ont évidemment pas toutes pu être présentes sur notre plateau, mais Thérèse, vous êtes là pour les représenter. Avant de vous donner la parole, on va regarder un montage de leur témoignage. Kisha uyo rwana winire mwenjera rwana genda chiko banga bajira baruyamba badokuku bana hali boshi bana gera kwa mundu ndio vile wakinifikisha msale dope ufika msale dope njo pale akianza travail yake nikataa kwanza kutomi nikisikia najipenda na nikisikia ninampenda sana lakini nilisikia najipenda na nikisikia sasa vile niko na maisha tena ya kuishi. Docteur, vous avez soigné toutes ces femmes que nous venons de voir? Beaucoup sont passées par l'hôpital de Panzi. Vous les connaissez, Thérèse? Oui, je connais quelques-unes. C'est important pour vous d'être ensemble, de combattre les unes aux côtés des autres? Oui, oui, c'est important. Parce que toutes ces femmes, et je sais que je suis parmi elles, nous sommes d'accord et nous sommes prêtes de nous prendre main à main pour combattre les violences, différentes formes de violences faites à la femme congolaise en particulier et à toutes les femmes du monde en général. Alors, si vous êtes ici, Thérèse, c'est pour rendre hommage au docteur, mais c'est aussi pour être donc le porte-parole de toutes ces femmes. Et vous allez nous raconter votre parcours, ce que vous avez subi pour qu'on mesure l'ampleur de la violence qu'on vous inflige. Il y a 10 ans, il y avait des hommes armés. Les uns étaient en uniforme, les autres à tenue civile. Ils étaient arrivés à la maison, c'était vers 19h30. Vous étiez seule dans la maison? Non, je n'étais pas seule, j'étais avec mon père, ma mère, mes trois petits frères et une petite sœur, parce que nous étions à 5 en famille. Vous aviez quel âge, vous, à l'époque, Thérèse? Bon, à l'époque, j'avais 22 ans. J'avais déjà eu mon diplôme, le bac. Et ces bandits étaient en train de parler la langue rwandaise. Bon, ils avaient tiré d'abord sur mon père, tiré sur mes 3 petits frères. Et ils m'avaient amené dans la forêt. On avait fait 3 nuits de marche et 3 jours de marche. Arrivé là-bas, bon, c'était comme un petit village, sans abri, sous l'arbre. Ils me violaient. Je ne sais pas comment les compter, ils étaient nombreux. Bon, à un certain moment, je ne parvenais pas à supporter. Bon, d'un coup, il y avait quelque essence qui était perdue dans mon corps. J'avais perdu les mots.
Je n'attendais plus, je ne parlais plus. Et j'avais perdu même, je ne savais plus compter, je ne savais pas si ça faisait combien de temps que j'étais là, mais j'avais traîné quand même. J'avais fait 8 mois dans la forêt. 8 mois à subir leur viol? Oui. Ils venaient sur moi quand ils voulaient, comme ils voulaient. Bon, j'étais obligée d'accepter comme ça parce que c'était le seul moyen que je pouvais vivre. Pour rester en vie? Oui. Alors, lorsqu'on voulait déplacer les cas, je ne sais pas si c'était par... je peux dire c'est la chance de Dieu, la volonté de Dieu. J'avais réussi à m'échapper. Il fallait traverser une rivière. C'est dans la rivière, j'étais tombée dans la rivière. Et c'est là où j'avais nagé, jusqu'à arriver dans un champ. Je ne savais pas où est-ce que j'étais. Et après, il y avait un cultivateur qui m'avait vu. Il voulait fuir. Mais après, j'avais crié derrière lui. Je l'avais dit, viens m'aider. Il m'avait amené chez le chef du village. Le chef du village m'avait accueilli. Là, dans ce village, il y avait une dame qui avait un centre d'écoute. C'est là où on m'avait amené. Dans ce centre, il y avait beaucoup d'autres femmes victimes. Comme vous, victimes de viol? Oui. Donc, ils vous ont cru, ces gens-là? Ils ont cru ce que vous racontez? Ils vous ont écouté? Oui, ils m'ont écouté. Et ils vous ont tendu la main? Oui. Et la dame m'avait amené à l'hôpital pour les soins. Et après les soins, il m'avait laissé dans son centre. Qu'est-ce que vous avez réalisé justement au moment des soins, après votre invasion? Qu'est-ce que vous avez découvert? Ce que j'avais découvert, il y avait d'abord des infections et j'avais une grossesse de 4 mois. Vous étiez enceinte de 4 mois? Oui. Et vous ne le saviez pas? Ça, je ne savais pas. Lorsqu'on m'avait appris que j'avais une grossesse, ça a été difficile de supporter. Après, j'ai pris les médicaments naturels pour provoquer cette grossesse. Pour avorter? Oui, oui, pour avorter. Parce que je ne pouvais pas supporter une telle grossesse. C'était un enfant indésirable pour moi. Parce que lorsque je représentais la mort de mon père et représentais la présence de cet enfant, je ne pouvais pas. Avec mes petits frères disparus, et mon frère, et mon père, et mon grand-père, 5 personnes disparues dans ma famille en un coup. Et maintenant, la présence de cet enfant, non. C'est difficile, madame. C'est difficile. D'autant plus que l'horreur a recommencé quelques années plus tard. Quelques années plus tard, il fallait aller rester à Goma, là où la dame du centre de l'écoute m'avait envoyé. Elle avait ses amis. C'est là où elle avait vu ce mieux de m'envoyer là et rester chez ses amis. Parce que là, chez nous, pour avoir de l'eau, de l'électricité, bon, c'est très difficile. Un jour, on s'était réveillé, j'étais avec une copine, un ami du quartier, un garçon. On était partis, c'était à 3 h du matin pour aller chercher de l'eau. Et on avait trouvé des militaires qui étaient en patrouille. Ils nous avaient attaqués et ils étaient en 6. Ils avaient ligoté ces garçons. Et 3, ils s'étaient séparés à 3-3. Les 3 s'étaient attaqués à moi et les 3 s'étaient attaqués à ma copine là. C'était le deuxième viol. Nous étions obligés de rentrer à la maison. Moi, je n'avais pas supporté. J'avais demandé à Dieu pourquoi ça. Pourquoi ça? La première fois et la deuxième fois. Enfermée dans la maison pendant 3 jours, j'étais devenue folle. Et après, lorsque les voisins et les voisines se demandaient, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Thérèse. Et après, ils étaient obligés de forcer la porte.
Après avoir forcé la porte, j'étais là. Bon, il m'avait amené directement à l'hôpital. Et à l'hôpital, on m'avait soigné, mais aussi on m'avait amené au centre thérapeutique, là où on traite les traumatisés, les fous. On appelle ça centre de santé mentale. Et c'est là où j'avais entendu parler du docteur Mukwege. Il avait envoyé une équipe de médecins venus de l'hôpital de Panzi. Ils avaient arrivé à l'hôpital où nous étions soignés. Et c'est là où j'avais rencontré un médecin. Sur ma fiche, on écrivait docteur Patrick. Oui, c'est lui qui m'avait consulté. Il m'avait donné les médicaments pour d'abord les infections. J'avais de graves infections, graves alors. Et après, bon, j'avais eu une deuxième grossesse. Suite à ces deuxièmes viols, j'avais eu un enfant, garçon. Alors j'avais dit, bon, que Dieu fasse ce qu'il veut faire sur moi. Bon, nous étions obligés d'aller dans la Cité de la Joie. Et dans la Cité de la Joie, c'est là où j'avais vu pour la première fois le docteur Mukwege. Il nous avait accueillis avec toute gentillesse, vraiment. Il nous considérait comme ses filles. Vraiment, c'est un père. De quelle manière vous lui êtes venu en aide à Thérèse, docteur? Je pense, lorsque nous recevons les victimes de violences sexuelles, je pense que comme elles viennent de raconter, c'est pas évident de voir quelqu'un, il tue ton père, il tue tes frères, donc pratiquement il extermine ta famille, et puis il te viole, tu deviens enceinte de cette personne. Je crois que ça crée tous les traitements médicaux qu'on peut faire. On ne peut pas avoir d'impact si on ne s'occupe pas psychologiquement de ces victimes. Et donc, à la Cité de la Joie, nous recevons tous les 6 mois. Qu'est-ce que c'est la Cité de la Joie? En fait, c'est une maison d'accueil où on s'est donné ces principes. Les filles qui viennent de transformer leur peine et leur douleur en pouvoir. Et donc, c'est un principe de transformer la peine en pouvoir. Et donc, ce sont des filles qui arrivent dans ce centre avec des traumatismes très profonds. Et comme elle vient de dire, par exemple, bon, souvent, le psychologue a très bien dit, ces histoires, surtout lorsqu'elles partagent, elles ont des expériences qui sont diverses, mais toutes douloureuses, mais il faut pouvoir les aider d'abord à pouvoir supporter, accepter qu'elles restent toujours des femmes, que ce sont des hommes, qu'elles peuvent se battre. Et lorsque nous arrivons à les relever sur le plan psychologique, c'est à ce moment-là que le reste du traitement peut continuer, spécialement lorsqu'il y a un traitement chirurgical à faire. On ne peut pas le faire chez une personne qui est fortement traumatisée. Alors, on va le voir en image. Votre établissement prend gratuitement en charge plus de 3000 femmes chaque année. On va regarder un extrait de la manière dont vous soutenez vos patientes. Kiini ya kuwa hapa ni kuwarudishia umutu wenu, votre humanité, na kutosha vyote vyenye vinakusumbua na kuanza maisha mapya. Mimi nadhani na dada, shida yenyewe limafikia hamkuitaka. Na ile kuwa nalio nafikiri kama virginite njo vyote maisha, mi mwache nibambie hapana. Virginite ya kweli ni yenye iko ndani ya roho yako. Kia saa moya hasira yenye na kuleto lia tu. Ukisikia useme, seme. Ukisikia lalamike, lalamika. Utafika kwa hatua yenye ile makali yote yenye iko ndani yako itaisha. Sasa wakati utakuwa hapa, uitumie juu ya kujipa nguvu na kujua kama uko mwanamke unaenea. Na kama balikubaka habakukamata kitu maisha yako. Hii machozi uilie, lakini na njoo iwe mwisho. Lakini sasa sote toka hapa tunapenda utoke huko na denda. Unajua kudenda? Shim shem shimi. Shim shem.
Commentaire de David sur le coaching de Denis. Les coachs D les coachs. Je le trouve extraordinaire. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus difficile dans un accompagnement que de transformer une émotion par une autre. Mais c'est la voie, il n'y en a pas d'autre. Il va falloir pouvoir transcender la douleur. Et en fait, vous parliez du mot souffrance. La souffrance, c'est le temps que j'octroie à ma douleur. C'est pour ça que quand on demande à des personnes d'exprimer la douleur à travers des paroles, à travers des cris, à travers des pleurs, c'est la meilleure des voix. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et quand ça s'imprime par la voix qui est la voix physique, jusqu'à des limitations sur l'infection. On sait qu'aujourd'hui, une personne qui est dans des émotions négatives a beaucoup plus de difficultés à guérir et les infections perdurent parce qu'il lui manque les enzymes nécessaires à la guérison. Donc c'est important non seulement de leur donner cet espace d'expression, qu'elle soit verbale ou physique, et plus encore, c'est important de recadrer le fait que j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur la notion de virginité et sur la notion de féminité. Et c'est important de comprendre que, combien même on a subi un acte qui est l'acte le plus atroce qu'il soit, on reste ce que l'on est à partir du moment où on le décide. Et quand on arrive à faire ce choix, parler du pouvoir tout à l'heure, moi quand je vous vois là, je vois le pouvoir de l'amour, je vois le pouvoir du choix et je vois le pouvoir de ce qu'un homme qui aime peut tout transformer et même la pire des violences. Et je trouve très très beau votre coaching. Tous les coachs devraient s'inspirer de ce que vous êtes, vraiment. Et les psychologues. Et vous réussissez aussi, vous réussissez tout de suite à ôter rapidement la culpabilité qui habite toutes ces femmes qui ont vécu le meurtre de souillure, qui ont été déshumanisées. Vous leur dites, oui, vous êtes des victimes, mais au fond de vous, il faut apprendre chaque jour à retrouver une petite parcelle de bonheur en vous, à retrouver des émotions, parce que vous êtes des femmes et vous avez le droit à l'humanité et au bonheur chaque jour. Donc, vous leur apprenez aussi à être heureuses avec de petites choses. La danse, le cri, le récit. Il faut savoir réciter l'horreur et aussi apprendre la joie par le corps et la danse. Réinvestir son corps. Si je peux juste rajouter une chose. Rien que dans le choix de la Cité de la Joie, c'est déjà un lieu de transformation. Parce que quand on va répéter « je vais à la Cité de la Joie », c'est comme si on imposait déjà un recadrage de fait. Bien sûr, il y aura de la peine, bien sûr, il y aura de la douleur. Et cette douleur, il va falloir la gérer peut-être toute une vie. Mais on est dans un lieu dans lequel on donne déjà une orientation sur ce qu'on veut vivre. Et c'est génial, parce que ce n'est pas un centre de soins, ça devient la Cité de la Joie, donc un espace dans lequel les émotions positives sont possibles. Et c'est par l'émotion positive qu'on peut se reconstruire, purement. Pour être à ce point performant dans votre coaching, vous vous êtes fait aider par des psys. Comment vous avez procédé ou c'est simplement votre humanité qui s'exprime? Dans les années 2000, quand je commençais à m'occuper d'un nombre de plus en plus grand de femmes qui venaient à l'hôpital, il y a un fait qui est indéniable, c'est qu'à un moment, je commençais moi-même à souffrir, donc ce n'était plus tenable. Je pense que même mes enfants ont dû quelque part souffrir, puisque j'avais tellement peur que ce que les filles me racontaient qu'il est arrivé ne puisse pas arriver à mes enfants. Et donc j'avais tellement peur, j'avais un comportement qui était tout à fait anormal. Thérèse, la peur, vous l'éprouvez toujours? Vous avez toujours peur pour votre sécurité, la vôtre et celle de vos enfants, j'imagine? Oui, oui. J'ai peur parce que la personne comme le docteur Mukwege d'être attaquée. Parce que votre combat n'est pas bien vu là-bas. C'est ça qui est... C'est inimaginable, mais c'est la réalité. Vous subissez des menaces régulières? Absolument. Il y a des menaces, elles sont régulières. Vous avez même été victime d'un attentat? Et malheureusement, pendant cette attaque, j'avais perdu un de mes gardiens qui a voulu me sauver. Et malheureusement, celui qui a pris la balle, et il est mort sur le champ. Est-ce que ce danger vous bâillonne ou pas du tout? Je crois que c'est un danger qui est permanent. C'est un danger qu'on sent que
quelque chose peut arriver à n'importe quel moment. Mais de l'autre côté, je pense que nous sommes tout à fait conscients que nous avons besoin de cette solidarité pour pouvoir non seulement dénoncer, mais on a besoin de se souder pour pouvoir lutter contre ces mal qui est en train de détruire tout simplement toute la société. Alors après cet attentat, vous avez quand même dû vous protéger et vous parlez de solidarité, vous l'avez trouvé chez un ami et confrère qui vous a permis de vous exiler en Belgique avec votre famille. C'est le professeur Guy Bernard qui est dans le public et qui va... Guy Bernard Cadière qui va nous rejoindre. Merci d'être là. On est place. Alors, vous vous souvenez évidemment de cet épisode de l'attentat qui a failli coûter la vie à Denis et à sa famille? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que j'ai reçu un coup de téléphone d'un de ses proches immédiatement après l'attentat. Je ne savais pas faire grand-chose, si ce n'est mobiliser la presse et activer les gens de pouvoir qui pouvaient l'exfiltrer le plus rapidement possible. Et vous lui avez proposé de l'héberger? Oui, mais enfin, beaucoup de gens voulaient l'héberger en Belgique. Et donc, finalement, il est resté en Belgique jusqu'au moment où l'appel du Congo, et surtout des femmes du Congo qui s'étaient cotisées pour lui payer son billet d'avion, a été plus fort. Et puis, il a décidé que non, il ne pouvait pas rester en exil, qu'il devait rentrer, que c'était son devoir. Donc vous êtes reparti au Congo. Absolument. Vous ne pouviez pas supporter l'idée de laisser ces femmes loin dans la souffrance? Non, je pense que quand ce qui s'était passé dans ma maison, l'assassinat devant mes enfants, et donc moi-même, je ne sais même pas comment j'avais échappé. J'avais pris la décision, je pensais que c'était la ligne rouge à ne pas dépasser. Je suis père d'enfants, j'ai de grands-enfants et je pense que j'avais dit tout simplement, il y a la responsabilité à prendre. Mais quand je suis arrivé, au bout d'1 mois, les femmes ont pris leur courage à écrire au président de la République pour demander à ce qu'il puisse permettre mon retour. Elles n'ont pas eu de réponse. Elles ont écrit au secrétaire général des Nations Unies. Elles n'ont pas eu de réponse. Et pour la 3e tentative, là, elles ont commencé tout simplement à vendre les fruits et les légumes et se cotiser pour me payer un billet retour. Alors, des femmes qui n'ont pas $1 par jour pour vivre, pour moi, c'était très, très touchant et je n'avais pas de choix. Alors, nous avons justement un extrait filmé de l'accueil que vous ont réservé les femmes de votre village le jour de votre retour au pays après 3 mois d'absence. Regardez, c'est très émouvant. On voit des femmes, des milliers de femmes qui arrivent en dansant, qui passent le barrage et qui arrivent tout près de Denis. Mais je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une telle chaleur humaine. J'ai jamais vu autant d'intensité. De l'aéroport à l'hôpital, il y avait des milliers et des milliers de gens, et c'était une force inouïe, inouïe. Je suis sûr qu'elles se sont dit toutes. Maintenant, on va pouvoir changer les choses. Nous, les femmes humiliées. Pour Denis, quelque part, c'était un message très fort, comme quoi maintenant il était vraiment en sécurité, mais que c'était les femmes qui allaient le protéger. On a des frissons partout, tellement ces images sont incroyables, incroyables. Cette ferveur, cette présence des femmes, ce qu'elles vous témoignent. Comment vous avez vécu ça? Je pense que c'est une force. J'ai découvert dans les femmes, et je pense que quand Alice parlait de violences dans les sociétés en paix, je pense que nous devons faire un effort de ne pas seulement faire des lois pour plaire aux femmes, mais il faut les vivre et nous transformer en nous disant notre force
humanitaire, notre force est dans cette égalité. Puisque lorsque vous voyez la force qui est dans les femmes congolaises, elles sont capables de transformer tout, mais on ne les donne pas suffisamment d'espace pour le faire. Et moi, je pense que je suis très, très admiratif de leur capacité de savoir demander ce qu'elles veulent et pouvoir l'obtenir. Alors, Denis, nous avons beaucoup parlé de ce que vous avez fait pour les autres jusqu'à présent, mais assez peu de vous. Et on a envie de parler de vous, évidemment. Pour ça, on va accueillir à présent Emmanuel, votre frère, et le docteur Jacques Lansac, l'un de vos mentors. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Emmanuel, vous êtes le petit frère de Denis. Vous vivez aujourd'hui, vous, en Belgique avec votre famille. Qu'est-ce que vous faites, vous, en Belgique? Je suis pasteur d'une église protestante. D'accord. Quel est le regard que vous portez sur votre frère? C'est l'admiration, depuis toujours d'ailleurs. Je pense, c'est le frère le plus proche de lui, parce que quand il avait 18 ans, quand il allait visiter ou draguer, il s'habillait et il me demandait comment tu me trouves. Voilà. Vous avez combien d'écart tous les deux? 8 ans. 8 ans. 8 ans. Il était déjà comme ça lorsqu'il était... Il était très beau. Il est toujours, hein. Ouais. Mais avec le poids du travail, il commence à vieillir un peu. Mais il était très beau garçon, ouais. Mais surtout très bon. Vraiment. Et très bon. Très bon. Très bon. Très bon, je l'ai dit vraiment de tout cœur. Et je pense que c'est lié aussi à toute l'histoire de notre famille. Ouais. Mon père était orphelin, très jeune. Ouais. À 7 ans, il avait perdu son père et sa mère. Qu'est-ce qu'il faisait, votre père? Mon père était pasteur. Et donc, il s'en est sorti quand même. Ouais. Et je pense que d'une façon, sans parler, il a dit à Denis, il lui a donné une double mission. D'abord, s'occuper de nous. Parce que mon père se disait, je peux mourir, mais Denis peut continuer. Mais aussi, il a dit à Denis, occupe-toi des faibles. Et c'est vrai, Denis a porté cette double mission de façon extraordinaire. Et vous auriez pu... Denis, vous auriez pu devenir pasteur, parce qu'effectivement, il y a un gène familial pour devenir pasteur. Pourquoi vous avez choisi d'être médecin? Ça vient de mon père. Parce que lui, il était pasteur. J'avais 8 ans et je les suivais. J'aimais bien les suivre dans ce qu'il faisait. Et je me rappelle très, très bien le jour, j'ai encore même le visage de l'enfant pour qui il avait prié. Mais après avoir prié, il n'a pas donné de médicaments. Et ça m'avait choqué, puisque à chaque fois, moi, quand j'avais un problème de santé, il priait, mais il me donnait des médicaments. Pour cet enfant, il n'avait pas fait. Et je l'avais reproché, papa, mais ce que vous faites, pourquoi vous priez, vous ne donnez pas de médicaments? Il m'a dit, je ne suis pas médecin. Ah bon? J'avais 8 ans, j'ai dit, médecin. Il dit, oui, il n'y a que des médecins qui donnent des médicaments. Et j'ai dit à mon père, alors vous allez continuer à prier, moi je vais devenir médecin et je donnerai des médicaments. Vous voyez, votre père? Non. Bon. Voilà, et donc c'est parti comme ça, et je crois que c'est quelque chose qui est resté en moi. Et pourquoi la gynécologie? Vous avez choisi tout de suite cette spécialité? Alors là, j'ai choisi de faire la pédiatrie. J'étais axé vraiment sur la pédiatrie. J'avais fait ma thèse d'ailleurs sur la vaccination des nouveau-nés contre l'hépatite virale B. Et donc, à cette époque-là, notre faculté était rattachée à la faculté de médecine des Tours. Et donc, je voulais être vraiment pédiatre. Mais quand j'ai commencé à travailler, je suis allé à l'hôpital de Lémera pour la première fois pour le stage. Ce qui m'avait choqué, c'était le nombre de femmes qui mouraient en donnant naissance. Pour moi, c'était un choc. Et de ces chocs-là, j'ai eu la première déviation de ma vie pour la gynécologie et l'obstétrique. Et alors, pour devenir un bon gynécologue, vous avez eu un maître que vous vénérez. Il s'agit du docteur Jacques Lansac qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Merci d'être là. Vous avez eu Denis dans les années 80 comme élève. À quel endroit déjà? Il était à Angers, mais on faisait les cours Tours, Angers, Nantes, ensemble à Angers, qui est au milieu. D'accord. Quel genre d'étudiant était-il? Un étudiant sérieux, très attentif, un peu timide même, les gens. Mais ça s'est très bien passé, oui. Quel est votre regard à vous, son maître, de voir ce qu'il accomplit au quotidien? Donc on ne savait pas, évidemment, qu'il allait devenir l'homme important qu'il est aujourd'hui, mais on avait déjà trouvé extrêmement courageux qu'il reparte dans son pays, parce qu'il aurait pu rester là pour avoir une carrière plus rémunératrice, plus facile aussi professionnellement et pour sa famille. Il est rentré au pays, comme il vient de le dire, parce que les femmes des pays pauvres, on ne le dit pas assez, payent un très très lourd tribut à la reproduction. Et le taux de mort maternelle, il est au Congo actuellement encore de l'ordre de 7 à 8 femmes pour 1000 accouchements. 1000 accouchements. Donc c'est 100 fois plus que dans les pays comme les nôtres. Avec un certain nombre de femmes aussi qui perdent à ce moment-là leur bébé, soit avant, soit juste après, ou bien qui ont des complications de type infectieux, de type hémorragie, ou encore des fistules, donc un trou entre la vessie ou l'intestin et le vagin, qui sont la conséquence de l'absence de soins. Donc déjà, quand il est reparti là au fond du Kivu, à l'hôpital de Lemri, vous êtes allé dans des moyens, avec des moyens difficiles. Non, mais je suis allé dans beaucoup de pays d'Afrique. Je ne suis pas allé à Lemri spécifiquement. Mais je vais au Tchad, par exemple. J'étais au Tchad au mois de janvier pour la même raison, parce que beaucoup de femmes meurent en donnant la vie et c'est vraiment inacceptable. Et les médias n'en parlent pas. Ça représente quand même dans le monde 350 000 femmes qui meurent tous les ans. Vous voyez, quand il y a un avion qui s'écrase, on en parle aux 20h et toute la journée. Là, ça fait 1000 avions de 350 personnes, femmes, qui meurent tous les ans de la grossesse extra-utérine, de la fausse couche, de l'accouchement et de ses conséquences. Et ce n'est pas une discipline coûteuse. Il suffit de gens honnêtes, braves comme lui, qui vont avec une paire de gants et des fils soigner les femmes, pouvoir faire une césarienne, pouvoir traiter une grossesse extra-utérine et éviter que la femme meure de complications dont on ne meurt plus dans les pays riches. Et déjà, je trouve que c'est extrêmement courageux. Et il n'a découvert la guerre qu'un peu plus tard, dans les années 99, par là. Est-ce que vous êtes fier de son parcours? Bien sûr, oui, il est président d'honneur du Fonds pour la santé des femmes, que j'ai l'honneur de présider, qui est une émanation du Collège des gynécologues obstétriciens français. Il est venu d'ailleurs à notre réunion annuelle où on se réunit et on essaye de récolter des fonds, effectivement, pour aider des gens comme lui. Il y a d'autres collègues. On a vu Tony Elonguet. On mettra toutes ces adresses sur notre site internet, évidemment, pour vous aider à récolter des fonds. Vous êtes fier. Denis, vous faites aussi la fierté d'une autre personne qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Si vous vous battez tant pour les femmes, c'est aussi un peu grâce à elle. Je parle, bien sûr, de votre mère. On va regarder cette séquence émouvante où vous échangez avec elle. Ma mère... Elle nous a vraiment aidé beaucoup, elle a forgé notre personnalité. C'est une femme forte, mais pour eux, c'était très important que en fait, je puisse étudier et que en fait, je puisse porter leur flambeau après. Wakati alienda kusoma masomo na nikawa naomba Mungu naye akuwe kuwa mganga wa kutuza watu, sababu kama nilikuwa naona waganga wanapala ile kanzo, naona sawa, naona malaika. Donc elle vous regarde comme un ange alors, votre maman? C'est ce qu'elle a dit. C'est important, j'imagine, d'avoir suscité sa fierté? Je crois que ma mère, si je dois dire, elle a joué beaucoup pour que
je sois ce que je suis devenu médecin, cette volonté de pouvoir aider les autres, comme Emmanuel l'a dit, c'était comme un principe. Et je ne sais pas à combien de fois, pour mes parents, c'était très très important de pouvoir se porter vers les autres. Je crois qu'ils pourraient prendre en charge la souffrance ou les vulnérables, c'était une priorité. Et donc, je suis très très reconnaissant pour nous avoir imprimé cette pulsion. La communauté internationale a remarqué votre action. Plusieurs grands de ce monde ont voulu mettre en avant votre combat. Est-ce que vous voulez bien commenter les photos qui vont défiler? Ça, c'était à Georgetown University, aux États-Unis. Ouais. Et là, j'étais en train de recevoir le prix Hillary Clinton. Et là, c'est à Goma, il y a 2 semaines, juste avant que je vienne. Ban Ki-moon était de passage à Goma. Et à la fin de l'audience, j'avais demandé qu'on pose que lui, comme secrétaire général des Nations Unies, puisse faire ce signe stop au viol. Et donc, je crois que je voulais avoir cette photo avec lui. Donc, vous, c'est stop au viol. Ouais. Alice, vous aussi, de nombreuses personnalités ont rejoint votre cause. Certains nous ont laissé un message aujourd'hui. On a vu que votre manière de combattre à vous, c'est ce rouge à lèvres, rouge vif. On va écouter ces personnalités. On a une réalité qui touche dans notre pays plusieurs dizaines de milliers de femmes, le viol, encore plus si on parle des agressions sexuelles, mais on va ensemble. Et c'est un phénomène à la fois encore nié par une partie de nos concitoyens, en particulier par une partie des hommes. Alors nous disons non, et à travers cette action symbolique, nous voulons l'affirmer haut et fort. C'est important, évidemment, que des personnalités s'investissent à vos côtés? Bah oui, parce qu'au départ, ce qui fonctionne dans le projet, c'est que lorsqu'on voit une photo d'un homme avec du rouge à lèvres, d'un visage d'homme qu'on connaît, ça interpelle vraiment. Et donc c'est ça l'idée pour attirer l'attention sur les statistiques. Donc si c'est un Vincent Cassel, c'est évident que ça va attirer notre attention. Mais si c'est notre voisin, ça peut aussi marcher. Donc l'idée, c'était aussi de faire comme ça, de mélanger des anonymes et puis des gens plus reconnus. Thérèse, dont vraiment je salue la venue sur ce plateau aujourd'hui. Merci d'avoir eu le courage de venir nous raconter les horreurs que vous avez subies au nom des autres femmes. Vous en êtes où aujourd'hui, Thérèse, dans votre vie? Je le disais tout à l'heure, vous avez peur, évidemment, pour votre sécurité, pour vos enfants. Ça ne vous empêche pas d'avancer? Bon, après beaucoup de séances des psychologues, avec les psychologues, et heureusement que l'émission m'avait permis de venir avec l'une de mes connaissances. Et je suis venue avec mon accompagnateur psychologue qui est M. Roger, avec qui on a commencé le voyage jusqu'ici à Paris. C'est lui qui m'encourageait, qui me disait que dans la vie, il y a des pierres, il y a des épis, mais aussi il y a des fleurs. Il me faisait dresser la ligne de vie. On prenait ensemble la craie, on dressait une ligne, on mettait des pierres, des grosses pierres, des petites pierres, des épis, des grandes fleurs, des petites fleurs. Il m'expliquait, il me disait, tu vois, ça c'est une grosse pierre, tu peux te cogner contre, il y aura des blessures bien sûr, tu avances, tu supportes ces douleurs, tu avances, il y aura des épis, il faut piétiner, il y aura des douleurs. Mais là devant, il y a une fleur. Une grande fleur qui est là devant et qui t'attend. Ne pensez pas que ce qui est arrivé dans ta vie, bon, tu n'es pas la seule, oui, mais nous sommes obligés de combattre ça. Mais aussi, il faut prendre du courage. Comment vous combattez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Aujourd'hui, bon, j'avais d'abord décidé de reprendre les études. Les études de quoi? J'ai fait la psychologie clinique et je suis soutenue par le docteur Mukwege. C'est lui qui me paie les études. Cette fleur qui est à côté de vous? Oui. Cette grande fleur qui est à côté de vous? C'est grâce à lui alors?
c'est par ce canal que je paie mes études et mes enfants aussi. Ça veut dire quoi par son canal? Ça veut dire que vous la soutenez financièrement? Oui, financièrement. C'est lui qui me paie. Plus. Non, je pense que nous avons un programme. Notre programme, c'est un programme holistique. Parce qu'on s'était rendu compte que lorsque vous soignez quelqu'un physiquement, psychologiquement, il va bien, il va se poser la question de subsistance. Et là, il faut absolument trouver une voie qui permet à la personne de pouvoir recommencer sa vie. Et pour des femmes qui sont courageuses comme Thérèse, en fait, nous proposons une prise en charge non seulement de la victime, mais aussi il faut la décharger par rapport aux enfants issus du viol, parce que ça reste une épine irritative. Vous avez vu, quand elle a parlé des enfants, c'est là où tout se déclenche. Et donc, on les aide, on aide aussi les enfants pour celles qui veulent continuer les études. Mais on a d'autres programmes, par exemple, soutenir avec des activités génératrices de revenus. On aide certaines femmes à avoir un toit. Et donc, je crois que dans notre traitement, cette phase-là de la prise en charge socio-économique, c'est amener la femme à être autonome, c'est prendre en charge. Donc, vous avez besoin d'argent pour ça? Il faut absolument pouvoir... je le redis, on mettra l'adresse à laquelle vous pouvez vous manifester si vous souhaitez aider le docteur dans son combat. Vous voulez faire quoi, Thérèse? Bon, comme j'ai fait la psychologie clinique, bon, le choix de cette faculté, je voulais d'abord me soigner moi-même, préparer mes enfants pour les informations qu'ils auront, que ce sont les enfants de tels, mais aussi approcher d'autres femmes qui sont à côté de moi, qui ont subi le même sort comme moi, et les encourager et les dire que ça, ce n'était pas la fin de notre vie. Il y a une meilleure vie là-devant. Juste, on a parlé de 12 enfants, je vois que ça provoque énormément d'émotions chez vous. Le docteur vous a dit que dans son action, il y a aussi le fait d'aider vos enfants, de les protéger pour vous permettre de faire des études. Est-ce que vous avez réussi à construire un lien avec eux? Oui, ça a été difficile, mais quand même, il y a l'affection qui commence à venir petit à petit, mais je sais que ça ira. J'arriverai vraiment à les accepter, même si c'est difficile. Je parlais d'argent. Vous avez besoin d'argent pour votre combat. De quoi d'autre avez-vous besoin? Comment on peut vous soutenir? Effectivement, pour mener ces combats, il y a effectivement on a besoin de l'argent, puisque je dois dire que le 4e pilier, c'est le pilier de l'assistance légale. Et là, pour l'assistance légale, non seulement les femmes comme Thérèse, après, elles peuvent peut-être retrouver leur agresseur, mais elles ne savent pas aller devant les cours et tribunaux. Nous avons des avocats qui peuvent les accompagner, donc constituer leur... qu'elles soient considérées comme des victimes. Voilà, comme dossier, comme des victimes. être reconnues comme des victimes. Et donc nous avons une assistance légale pour toutes les victimes lorsqu'elles désirent aller en justice. Et ça, effectivement, ça demande également des moyens. Mais en plus de ces moyens, je crois que je vais insister sur ça, il faut considérer que cette question des violences sexuelles, c'est une question qui est globale. Lorsque... c'est un problème qui est dans nos sociétés de façon latente. On en parle ou on n'en parle pas, ou on essaye de faire comme si ça n'existait pas. Mais la réalité est que lorsqu'il y a un conflit et qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de foi, on constate que malheureusement, c'est à ces moments-là que les femmes et les enfants payent le lourd tribut dans des conflits armés. Mais en fait, la graine... C'est pendant la période de paix que cette graine existe dans la société. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire cet appel. Il faut absolument que cette question, en période de paix, la question de l'égalité du genre, la question du respect des femmes dans nos sociétés, soit une question qui soit portée par aussi les hommes. Il faut reconnaître que les femmes, les 100 dernières années, ont fait
énormément pour faire progresser la loi. Et là, vous vous rejoignez évidemment dans ce combat. Merci de tout cœur d'être venu nous voir. Il y a des émissions dont on est plus fiers que d'autres. Il y a des émissions qui nous émeuvent beaucoup et celle-ci en fait partie. Et je salue le travail de la rédaction de Toute une histoire. Merci. Bravo pour votre combat. Et peut-être qu'on aura l'occasion de se recroiser à nouveau. Merci à nos experts. On va se retrouver dans quelques minutes dans l'Histoire continue et on se quitte sur des images des hommes de la rédaction de Toute une histoire, justement, qui ont décidé d'apporter leur soutien à votre cause. Regardez. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment formidable. Merci et bravo. Merci.